Voilà. Bon, on est bon. Donc, je vous propose de fermer vos micros pour éviter qu'il y ait des interférences pendant la conférence. Moi, je vais parler, je pense, autour de trois quarts d'heure, et puis après, on laissera la place à des questions derrière. N'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure ou à les me poser dans la discussion. D'ailleurs, comme ça, ce sera déjà là, je pourrai les regarder. Euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu celui sur lequel je travaille depuis un peu plus d'un an, depuis que je me suis lancé dans l'écriture d'un bouquin, qui est de relancer le débat sur le prix du carbone et de manière un peu plus générale, relancer le débat sur l'importance de changer les règles du jeu dans la transition écologique. Donc c'est une présentation qui est l'état actuel de où j'en suis de ma réflexion, de ce que j'ai compris sur le sujet. Ça évolue très vite. J'aurais fait cette présentation il y a un an, j'aurais pas du tout dit la même chose. Enfin, en tout cas, ça aurait été moins complet. Et puis dans quelques mois, ce sera également probablement complété par bien d'autres choses. On va attaquer, si vous voulez bien. Je vais partager mon écran. Et là, c'est parti pour le partage. Est-ce que vous voyez bien l'écran partagé? Alors, je vous présente cette slide qui est la, une slide pour vous proposer d'adhérer à la fresque du climat. Pour ceux qui ne sont pas déjà adhérents, ça permet d'avoir accès à l'espace animateur pour les fresqueurs. Et puis, il y a un petit schéma qui vous rappelle ici le parcours. D'abord, on anime, enfin, on assiste à un atelier, puis on se forme à l'animation de la fresque du climat. Quand on est ceinture blanche, on anime un premier atelier. On se connecte à son espace anime et depuis l'espace anime, on peut adhérer en fonction de son rôle bénévole, fresqueur interne ou fresqueur pro. Voilà, c'est le process pour pouvoir adhérer. Donc là, vous avez un QR code si vous voulez le flasher pour aller vers votre adhésion. C'est parti, je vais commencer cette présentation par un rappel rapide de l'équation de Kaya. Alors j'ai une conférence entière sur l'équation de Kaya et je ne vais pas la faire ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez la trouver facilement sur Internet. J'ai une version courte d'un quart d'heure, une version de trois quarts d'heure. Ici, je vais juste rappeler les grandes lignes parce qu'on en a besoin un petit peu pour la suite. Et ensuite, on attaque sur le véritable sujet. Alors, l'équation de Kaya, ça consiste à parler des émissions de CO2. Donc, on pose CO2 égale CO2, puis on multiplie et on divise par l'énergie, le PIB et la population. Quand on fait ça, on obtient quatre termes qui sont l'intensité carbone de l'énergie. Combien est-ce que ça émet de CO2 de produire un kilowattheure d'énergie? On a l'intensité énergétique de l'économie. Combien est-ce qu'il faut de kilowattheures pour faire un point de PIB? On a le PIB par tête, qui est derrière la notion de croissance économique, puis la population. Donc les émissions de CO2, c'est le produit de tous ces termes. Donc pour faire baisser les émissions de CO2, il faut forcément faire baisser un ou plusieurs de ces termes. On peut par exemple faire de la décarbonation du mix énergétique. On peut faire de l'efficacité énergétique, de la décroissance ou tuer tout le monde, ce qui évidemment résoudra le problème. Comme on va tuer personne, il nous reste trois termes, la décarbonation, l'efficacité et la décroissance. Euh, et en fait, on va voir qu'il y a moyen de faire apparaître un nouveau terme là-dedans pour sortir un peu du débat sur la décroissance et dépasser ce débat. Puisque, en fait, le PIB dans cette équation peut signifier des choses assez différentes. Le PIB, quand il est dans le terme orange ici, il est plus lié à la notion de production. Alors que dans le terme violet, il est lié à la notion des besoins ou des services qui sont rendus par l'économie. Et ces deux notions sont assez différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe si on remplace le PIB par production d'un côté et par besoin de l'autre? Eh bien, ça déséquilibre l'équation. Et pour la rééquilibrer,
on a besoin d'introduire la notion de production par rapport aux besoins, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'il peut y avoir un écart entre ce que l'on produit et les besoins que ça rend, on va pouvoir avoir une forme de découplage. Je vous donne quelques exemples. Si on augmente la durée de vie des produits, il y a besoin d'en produire moins pour avoir le même service rendu. Voilà. Si on met plusieurs personnes dans un véhicule, on a besoin de moins de véhicules pour assurer, et moins de trajets en véhicule pour assurer les mêmes déplacements des gens. Voilà. Idem, quand on mutualise des objets, on a besoin d'en produire moins et d'en acheter moins pour en disposer toujours autant. Donc ça, c'est une forme de découplage qui est très intéressante. Donc ce terme-là n'apparaissait pas jusqu'ici parce que, il y avait le terme PIB qui empêchait de le voir. Et donc il s'était caché dans les imperfections du PIB en tant qu'indicateur. Et ce terme qu'on vient de faire apparaître, qui est en vert, c'est l'intensification des usages. Voilà, comment faire plus avec moins. Bon, donc l'équation de Kaya, on a tendance à la prendre de la gauche vers la droite en se disant, ben, pour faire baisser les émissions de CO2 qui sont à gauche, il suffirait de faire des énergies renouvelables. Et puis quand on regarde le sujet d'un peu plus près, on se rend compte que c'est pas gagné, que même si on prend aussi le nucléaire, ça va pas remplacer le fossile du jour au lendemain. Donc il faudrait aussi faire baisser la production d'énergie en faisant de l'efficacité énergétique. Mais ça représente aussi le danger d'avoir un effet rebond, donc ça va pas forcément suffire. Et puis dans le passé, on n'a pas gagné suffisamment sur ce terme-là pour pouvoir compter dessus seulement. Ensuite, on a l'intensité d'usage, qui est à mon avis le plus gros levier de découplage de l'ensemble de ces termes de l'équation de Kaya. Ensuite, il y a la question des besoins par tête, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si dans nos sociétés, on n'a pas tendance à confondre nos besoins et nos envies. Et puis ensuite, il y a le terme population. Donc l'équation de Kaya, si on la prend de la gauche vers la droite, on arrive sur le débat autour de la décroissance, qui n'est pas simple à gérer, et puis même le débat sur la collapsologie, en mode personne n'est prêt à la décroissance, donc de toute façon, on va tous mourir. Donc, je vous propose maintenant de prendre l'équation de Kaya de la droite vers la gauche. La population, elle est scalée et elle se stabilisera autour de 10 à 11 milliards d'humains au cours du 21e siècle. Donc, ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est une donnée du problème. Et maintenant, la question est de savoir comment on nourrit tout le monde et comment on essaye d'être à peu près équitable avec tout le monde sur la planète. Ensuite, il y a la question sur la sobriété. Et pour être honnête, je pense que c'est le premier pas quand on réfléchit à la transition énergétique, c'est qu'est-ce que je peux faire moi à titre individuel. Euh, Vous allez voir que par la suite, je vais aussi remettre en question l'idée que ce soit la seule façon de s'y prendre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça commence par là. À partir du moment où on est dans un monde dans lequel il y a un budget carbone limité, les envies des uns sont au détriment des besoins fondamentaux d'autres personnes sur Terre, voire d'autres personnes plus tard. Et par conséquent, c'est bien normal de questionner notre mode de vie et de se dire que peut-être on pourrait réfléchir à ce qu'on consomme, à ce qu'on achète et se poser la question de son utilité. Donc ça commence par là. Parce qu'à partir du moment où on a allégé les besoins des choses qui étaient peut-être superflues, eh bien, on a besoin de produire moins de choses et c'est bien de s'en rendre compte dès le début de la réflexion. Ensuite, on a le terme de l'intensité d'usage, donc on essaye de faire plus avec moins, en mutualisant les objets, en faisant un WhatsApp avec ses voisins pour partager des objets dans l'immeuble ou dans le quartier, et en augmentant la durée de vie des produits, par exemple. Donc là, on a un gros levier. Et puis ensuite, bah, on continue de faire de l'efficacité énergétique, hein. On a gagné entre 1 et 2 par an depuis des décennies sur l'efficacité énergétique. On continue de faire ça. Et quand on a fait tout ça, bah, on a permis de réduire potentiellement la quantité d'énergie nécessaire et regarder un peu ce qui se passe quand on peut baisser la quantité d'énergie au niveau mondial. Je vous présente là le mix énergétique mondial. Donc on a sur l'axe horizontal la quantité d'énergie produite et consommée chaque année. On a sur l'axe vertical l'intensité carbone de l'énergie, donc combien de CO2 par kilowattheure. Et maintenant, imaginez que par le plus grand des hasards, on réussisse à diviser par deux la consommation d'énergie au niveau mondial. À votre avis, on garde la partie droite ou la partie gauche? Eh bien, évidemment, on n'est pas bête, donc on garde la partie gauche et on se débarrasse prioritairement de ce qui est le plus carboné. Et regardez bien ce qui se passe quand on fait ça.
on a amélioré le facteur d'émission de 30%. On est passé de 250 à 170 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, c'est beaucoup plus facile de décarboner le mix énergétique quand on baisse la consommation d'énergie, parce que si on choisit d'éliminer prioritairement ce qui est le plus carboné, ça décarbone déjà encore plus que ce qu'on avait économisé en énergie. Là, on avait fait moins 50% sur le besoin en énergie et on se retrouve avec un moins 30% en cadeau bonus sur l'intensité carbone de l'énergie. Imaginons, alors il y a quelqu'un qui n'a pas encore fermé son micro. Ah, est-ce que c'est possible de fermer tous les micros? Merci. Euh, je vous propose quelques chiffres de ce qui pourrait être fait d'ici 2050. D'ici 2050, pour rappel, on doit diviser par 3 les émissions de CO2 au niveau mondial. On part d'une base 100 aujourd'hui. La population va augmenter de 25% d'après l'ONU. Le besoin par tête, bah, autant dans les pays développés, on pourrait certainement faire des efforts pour consommer un petit peu moins et éviter le gaspillage, mais dans les pays en développement, il faut qu'on leur laisse une marge de progression parce que bah, faut se dire que le milliard d'humains le plus pauvre, c'est 1 dollar par jour. Leur rêve dans la vie, c'est de s'acheter un vélo pour aller pour aller travailler en vélo et pas à pied, quoi. C'est vraiment, voilà, on en est là et le milliard d'humains médian c'est 10 dollars par jour. Voilà. Donc il y a la moitié de l'humanité qui essaye d'aller vers un niveau de vie qui reste très très loin du nôtre. Donc on se dit qu'au global, entre ce qu'on peut faire comme sobriété chez nous et les besoins en développement dans les pays du Sud, on est sur du plus 20%. Sur l'intensité d'usage, je pense que c'est là qu'on peut gagner le plus, donc je propose de faire moins 50% euh, en gain sur l'efficacité d'usage. Et puis sur l'efficacité énergétique, on reste sur les mêmes rythmes de progression que dans le passé, entre 1 et 2% par an. Et quand on a fait ça, bah ça y est, on a divisé par 3 nos émissions de CO2. Non, pardon, on a divisé par 2 notre consommation d'énergie. Et à partir de là, on a le petit cadeau bonus de tout à l'heure, moins 30% sur le mix énergétique. Et ça nous permet d'obtenir la division par 3 des émissions de CO2 au niveau mondial. Voilà. Alors ça a l'air facile comme ça. En réalité, là, ce que je vous présente, c'est un véritable changement de modèle économique de l'ensemble de la société. Surtout que si on laisse l'économie fonctionner telle qu'elle fonctionne habituellement, on va avoir ce qu'on connaît bien depuis le début, c'est-à-dire que les gains d'efficacité ne permettent pas du tout de baisser les émissions de CO2, ils permettent juste de faire de la croissance et de permettre d'être plus nombreux. Donc on risque d'avoir évidemment un effet rebond. Voilà. Pour éviter l'effet rebond, il faut mettre une pression très forte sur le CO2 à travers ce qu'on va voir juste après, c'est-à-dire un prix du carbone, du réglementaire, taxe carbone, quota de CO2, etc., de manière à éviter l'effet rebond et faire en sorte que le système se réorganise à l'intérieur de limites de contraintes qu'on lui a mises par l'extérieur. Voilà, donc le système économique, il faut le voir comme une espèce de machine très compliquée à laquelle on ne comprend pas tout et c'est pas grave de pas tout comprendre au système économique. Sur cette machine, on applique une contrainte à l'extérieur, enfin par l'extérieur du système qui est le prix du carbone et on augmente progressivement cette contrainte de manière à ce que le système se réorganise. Et l'idée du prix du carbone, c'est que on ne sait pas exactement comment le système se réorganise et c'est pas grave. En fait, je vais le développer beaucoup par la suite. C'est pas grave si on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe. L'essentiel, c'est que les choses se fassent de manière diffuse dans l'ensemble de l'économie. Et quand on dit que les choses se fassent, c'est que par exemple, de temps en temps, on va avoir un projet de décarbonation du mix qui nous permet de jouer sur l'intensité carbone de l'énergie. À d'autres moments, on va être sur au contraire, de l'efficacité énergétique. À d'autres moments, sur de l'intensité d'usage. Et puis à d'autres moments, on va déconsommer certaines choses. Et puis on consommera peut-être autre chose à la place. Mais il peut y avoir une destruction de la demande parmi les choses les plus carbonées, qui sont sur le marché. Et tous ces projets sont en concurrence les uns avec les autres, mais ils sont tous au rang 1, c'est-à-dire que si on gagne 1% sur un terme, ça a le même effet que si on gagne 1% sur l'autre terme. Voilà. Donc il y a pas comment dire, de préférence à avoir a priori pour un projet plutôt qu'un autre, si ce n'est que par ailleurs, ces différents projets peuvent avoir
des inconvénients. Jouer uniquement sur la décarbonation du mix, c'est quelque chose qui peut avoir des effets, par exemple, sur la biodiversité ou les ressources énergétiques, enfin, ou les ressources minières, ou encore sur les ressources en eau. Voilà, donc c'est pas neutre. Voilà. Mais d'un point de vue purement climat, il n'y a pas de préférence à avoir a priori pour un projet par rapport à un autre, sauf à ce qu'il y ait des contraintes externes sur d'autres questions environnementales. Voilà. Bon, donc maintenant on va rentrer dans une partie qui consiste à réfléchir à comment est-ce qu'on met en place des changements de règles du jeu. Et le constat, c'est que pour l'instant, on tourne en rond dans le triangle de l'inaction. Alors, je vous fais pas le topo, enfin, je vous fais très vite le topo sur le triangle de l'inaction, mais j'imagine que vous connaissez déjà pas mal. On a les citoyens, les entreprises et les politiques qui ont l'habitude de se renvoyer la balle en disant que c'est toujours la faute des autres. Les citoyens considèrent que je vais revenir ici, les citoyens considèrent que si c'est que c'est les entreprises qui polluent et que c'est aux politiques de changer les règles du jeu. Les entreprises, elles disent qu'elles répondent à une demande de la part des citoyens consommateurs et qu'elles respectent le réglementaire qui a été imposé par le politique, donc elles n'ont rien de plus à faire. Et les politiques, eux, ils voient des citoyens qui ont pas une envie plus que ça de changer les règles du jeu et des entreprises qui s'expriment par l'intermédiaire de leur lobby qui non plus ne demandent pas à corps et à cri de changer drastiquement ces règles du jeu. Voilà. Donc, comment on sort de ça? En plus de ce problème du triangle de l'inaction, on a souvent une question de la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'est-ce qui shoot en premier? Les citoyens, ils vont potentiellement être intéressés par une technologie qui est moins carbonée, mais si cette technologie est trop chère, ils vont pas être prêts à l'acheter. Cette technologie, elle est peut-être trop chère parce qu'on n'est pas encore passé à l'échelle. Si on prend l'exemple des panneaux solaires en 2000, par exemple, ben, c'était trop cher et donc il n'y a pas de raison d'aller vers cette technologie-là. À part que quand on passe à l'échelle, ça permet de faire baisser les prix et de rendre le truc compétitif. Voilà. Donc si personne ne l'achète, on ne peut pas passer à l'échelle. Si on ne peut pas passer à l'échelle, ça ne baisse pas en prix. Et si ça ne baisse pas en prix, ben, personne ne l'adopte. Voilà. Problème de la poule et l'œuf. Un autre problème de la poule et l'œuf, c'est entre les citoyens et les politiques. On a une offre politique qui est sur les questions écologiques qui se situe majoritairement à gauche. Et si vous êtes un électeur de droite, par exemple, bah, vous allez vous dire, j'ai pas envie de voter à gauche, pour qui je vote? Vous allez, et puis l'offre écolo à droite, elle est encore insuffisante. Et donc, vous allez pas pouvoir exprimer votre, votre sensibilité écologique à travers le vote. Et à partir de là, bah, les politiques ne vont pas non plus ressentir, percevoir cette demande de l'électorat. Et ainsi de suite, ça se mord la queue. Entre les politiques et les entreprises, il y a également un peu le même sujet, c'est-à-dire que les politiques considèrent que les entreprises ne sont pas prêtes à plus de réglementaires. Les entreprises, elles ne voient pas du réglementaire arriver, donc elles ne se préparent pas. Et si elles ne se préparent pas, bah, les politiques considèrent qu'elles ne sont pas prêtes et, voilà, et ça se mord la queue de vous. Voilà. En plus de ça, on s'y est mal pris. Donc, on a vu ce qui se passait sur chacun des côtés du triangle de l'inaction. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur chacun des sommets du triangle de l'inaction. On s'y est mal pris. Concernant les citoyens, on a beaucoup considéré que il fallait faire porter la responsabilité sur les personnes, sur les individus, et on a beaucoup parlé des gestes individuels. Et je pense que c'est une erreur. Alors, je vous invite vivement à regarder cette note de l'IDRI et de Parlons Climat qui s'appelle Vers un pivot majoritaire de l'écologie et qui dénonce la façon, enfin qui met le doigt, on va dire, sur les limites de l'approche qu'on a eue jusqu'ici et qui a pu consister, pardon, parfois à faire porter la responsabilité sur les citoyens et c'est quelque chose qui marche mal pour faire changer les choses. Et donc cette note propose de dépasser la façon dont on s'y est pris jusqu'ici et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ambitieux, mais surtout qui consiste à changer les règles du jeu et faire en sorte que les gens puissent baisser leur empreinte, pas, enfin, avec des infrastructures qui leur permettent de le faire. Voilà. Du côté des entreprises, il y a également eu une espèce de grand malentendu autour de la notion de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. On s'est dit que les entreprises, parce qu'elles sont responsables, vont sauver le climat.
Et en réalité, dès que les projets de décarbonation coûtent un petit peu d'argent, euh, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout prêtes à les faire. Et donc aujourd'hui, après avoir engager plein d'entreprises via SBTI à faire à faire des réductions d'émissions de CO2. Elles ont enclenché plusieurs projets de réduction qui étaient rentables dans un premier temps, et puis elles se cassent les dents sur les projets suivants qui ne sont pas rentables, et le projet s'arrête. En ce moment, on est beaucoup là-dedans dans les entreprises. Donc voilà, on se rend compte que les engagements qu'on a pris avec SBTI ne sont pas tenables et donc il y a un désengagement de beaucoup de monde. Voilà. Et puis côté politique, comme je disais tout à l'heure, le truc est très clivé. L'écologie se dit, enfin la gauche prétend avoir le monopole de l'écologie. Elle squatte la niche écologique, sans jeu de mots, de l'écologie. Et je pense que c'est une erreur parce qu'il faut élargir le débat. Il faut être capable de parler de ces sujets à l'ensemble de l'échiquier politique. Et on va y revenir. Bah, surtout qu'à la fin, dans cette histoire, c'est vraiment une question qui est politique. Alors pourquoi c'est une question politique, cette histoire de changement climatique? Le changement climatique, le climat, c'est un commun. Un commun, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est commun à l'ensemble de l'humanité. Alors en économie, on utilise souvent la fable de la tragédie des communs, où on parle d'un champ, on va dire, municipal, qui est utilisable par tous les agriculteurs de la région. Et chacun a un intérêt à rajouter des animaux dessus, puisque ça coûte rien et que ils vont pouvoir comme ça faire du lait, avoir de la viande. Et donc le problème, c'est que en raisonnant comme ça, on se retrouve avec beaucoup trop de vaches sur l'ensemble du champ et qu'à la fin, il n'y a pas assez d'herbe pour tout le monde et que les vaches vont mourir. Voilà. Donc c'est un problème de gestion des communs. Le changement climatique, c'est un peu pareil. Les émissions de CO2 sont globales, elles sont mutualisées sur l'ensemble de la planète et on subit tous, l'ensemble, tous sur la planète, on subit les conséquences du changement climatique. Donc, c'est un projet enfin, c'est un sujet qui est une illustration de la tragédie des communs. En plus de ça, on vient s'ajouter la tragédie des horizons. Alors, c'est une expression qui a été comment dire, démocratisée par Mark Carney, qui est l'actuel Premier ministre canadien. À l'époque, il était le patron du Financial Stability Board et également de la Banque centrale d'Angleterre. Et il s'exprimait en 2016, en 2015, il s'exprimait devant tout le gratin de la finance et de la banque et de l'assurance à la Lloyds, et il a parlé de cette tragédie des horizons, c'est-à-dire que les décisions que l'on prend dans les organisations humaines portent sur les prochaines années au mieux, 5 ans grand maximum, peut-être 15 pour un truc comme le Financial Stability Board et encore, alors que le changement climatique, lui, il a un horizon qui est de plusieurs décennies. Les émissions d'aujourd'hui changent le climat dans plusieurs décennies. Voilà, donc on a un problème de tragédie des horizons. Donc si on prend en compte ces deux sujets, la tragédie des communs et la tragédie des horizons, on a, d'après les économistes, une façon de résoudre le problème qui est de mettre un prix au carbone. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce on met un prix au carbone? Et pour réfléchir à ça, alors pourquoi déjà on va mettre un prix au carbone? Parce que il s'agit de rendre rentables des projets qui ne le sont pas par défaut. Je vous présente une courbe qui est très importante, qui s'appelle la courbe d'abattement. Alors, elle a été inventée par le cabinet McKinsey à la fin des années 2000. Dans un graphique comme celui-là, il y a plusieurs petits blocs et chaque bloc représente un projet d'abattement, c'est-à-dire un projet de réduction des émissions de CO2 avec une technologie. Donc là, j'ai pris au hasard le nucléaire. Vous avez la largeur du rectangle qui représente le potentiel d'abattement, hein, donc en gigatonnes de CO2. Et puis, à la verticale, vous avez le coût d'abattement en euros par tonne de CO2. Euros par tonne de CO2. Et donc, si vous multipliez des euros par tonne de CO2 avec des tonnes de CO2, ben vous avez des euros. Donc, la surface du carré, du rectangle, la surface du rectangle représente le budget total de ce projet de décarbonation. Donc, vous avez sur la partie gauche les projets les plus rentables. Ils sont classés par ordre croissant de coûts. Donc, à gauche, les coûts négatifs sont des projets qui sont rentables
parce que quand on les met en œuvre, on gagne plus que ça nous a coûté. Et puis, vous voyez que si on rajoute un prix au carbone, par exemple, on met le carbone à 10 euros la tonne, ça permet de rendre rentable beaucoup plus de projets. Je continue avec 20 euros la tonne, ça rend rentable tous ces projets-là, et ainsi de suite. Donc le principe du prix du carbone, c'est de basculer vers la rentabilité des projets qui ne l'étaient pas naturellement. Si on me fait payer une taxe carbone ou des quotas de CO2 à 30 euros la tonne de CO2 et que mon projet c'est de faire du panneau solaire, bien, je vais passer du côté rentable. Disclaimer, le graphique, j'ai pris celui qui me tombait sous la main, c'est probablement une courbe d'abattement qui date un peu, elle n'est pas forcément juste. Et puis, par ailleurs, il y a aussi plein de problèmes méthodologiques derrière cette courbe, mais qui n'empêchent pas le raisonnement sur le fond. Le raisonnement reste valable qualitativement au minimum. Voilà, donc on parle de mettre un prix au carbone, et pour ça, on a deux grandes familles de solutions qui sont d'un côté la taxe carbone et de l'autre côté les quotas de CO2. Alors parlons d'abord de la taxe carbone. La taxe carbone, le principe, c'est qu'on va taxer les énergies fossiles quand elles arrivent à la périphérie du système économique, puis on laisse le prix du carbone se répercuter en aval dans la chaîne de valeur. Hein, donc, je suis ArcelorMittal et je fabrique de l'acier. Je vais faire tourner mes hauts fourneaux avec du gaz. Et donc, le gaz coûte plus cher parce qu'il a été taxé en amont. Donc, le gaz a été taxé par l'intermédiaire on va dire, de Engie, qui a payé la taxe, qui la répercute sur le gaz que Engie vend à ArcelorMittal. ArcelorMittal paye un prix du gaz qui a été renchéri et va répercuter ça sur le prix de l'acier qui est ensuite racheté par un fabricant de roulements à billes qui lui-même va fabriquer un roulement à billes pour un skateboard. Et vous, quand vous achetez votre skateboard, il y a un petit peu de carbone dedans, il y a un peu de signal prix qui est arrivé, mais vous ne savez pas exactement combien, mais c'est pas grave. Le signal prix est bien arrivé à destination. Ensuite, on utilise le bénéfice de cette taxe pour soit subventionner des solutions, alléger une autre fiscalité, la redistribuer ou renflouer la dette, ou dit autrement, le mettre dans le budget général de l'État. On peut débattre de comment on s'y prend, mais c'est un mix de ces différentes façons d'utiliser la taxe. Alors, ce qui est important, c'est de rappeler que la taxe, ce n'est pas un impôt que l'on paierait après avoir fait son bilan carbone personnel sur le site des impôts. Hein. C'est pas non plus une sorte de TVA qu'on applique en magasin d'après le bilan carbone de chacun des produits. Pourquoi? Parce que la méthode bilan carbone n'est pas assez fiable pour faire cela. Donc, c'est pour ça qu'on taxe les énergies fossiles quand elles arrivent dans le système économique, parce que on est capable d'être extrêmement précis sur les émissions de CO2 qui découlera de la combustion de chacune des énergies fossiles. Voilà. Voilà pour la taxe carbone. Maintenant, on va parler des quotas de CO2. Et je vais parler précisément du marché de quotas de CO2 européen, puisqu'il nous concerne. C'est le plus grand au niveau mondial et c'est le premier concernant le CO2 au niveau mondial de cette taille-là. Voilà, donc je fais un focus dessus. Donc, le marché de quotas européen, c'est 11 000 gros sites industriels qui sont concernés. On leur a donné à chacun un droit à émettre et ce droit à émettre baisse chaque année. C'est ce qu'on appelle le cap, hein, ça s'appelle aussi le cap and trade. Donc le cap à ne pas dépasser baisse chaque année. Et ensuite, les industriels ont le droit de se revendre entre eux des droits à émettre à la fin de l'exercice. Et ça permet de faire en sorte que les projets les plus intéressants, les moins chers par tonne de CO2 évité, se fassent en premier. Si j'ai la possibilité de réduire mes émissions de CO2 à 20 euros la tonne, je vais aller bien au-delà de mes engagements, de mes obligations de réduction. Et ça va me permettre d'émettre des quotas de CO2 que je vais revendre à mes petits camarades qui, eux, par exemple, sont condamnés à des réductions de CO2 qui sont à 200 euros la tonne. Voilà. Donc, si ça coûte 200 euros la tonne chez eux et 20 euros la tonne chez moi, on va plutôt faire les réductions chez moi. Puis, eux, ils vont me racheter des quotas et ils attendront un peu plus tard pour enclencher les opérations de décarbonation chez eux plus tard, quand on aura déjà épuisé tous les projets qui sont plus intéressants et que ce sera leur tour de passer à l'action. Voilà. Donc il y a une logique derrière cette possibilité.
de revendre des quotas de CO2. C'est pour faire apparaître un prix et faire en sorte que les projets se fassent dans l'ordre le plus logique, hein, c'est-à-dire de la gauche vers la droite sur la courbe d'abattement. Voilà, donc on a ces deux grandes technologies, taxe carbone et quotas de CO2, pour mettre un prix au carbone et on va les comparer entre elles. La taxe carbone, elle permet de connaître le prix du carbone à l'avance, mais elle ne permet pas de connaître à l'avance les baisses d'émissions que ça va déclencher. Ah, ça, ce sera la surprise. A contrario, les quotas de CO2, bah, on ne connaît pas le prix à l'avance, il sera déterminé par le marché, mais on connaît les baisses d'émissions à l'avance. C'est-à-dire qu'on connaît le cap. Voilà. En théorie, on le connaît. En pratique, il peut être revu pour des raisons politiques. Et donc, c'est pour ça que le système n'est pas du tout parfait. Mais en théorie, ça permet de réduire, de connaître exactement de combien on va réduire nos émissions de CO2. Voilà. Par ailleurs, avec la taxe carbone, les flux financiers passent par l'État et il n'y a pas de marché. Alors que pour les quotas de carbone, les flux financiers se font entre les entreprises, en tout cas pour ce qui est des quotas gratuits, hein, parce que ça va changer avec les quotas non gratuits. Mais jusqu'ici, les flux financiers se faisaient entre les entreprises. Et puis, il y avait la possibilité de créer un marché à terme pour pouvoir, entre guillemets, spéculer sur les émissions de CO2, sur le coût du carbone. Mais derrière le coût du carbone, il y a des vrais... euh, derrière les quotas de CO2, il y a des vrais projets de décarbonation physique et réels. Donc moi, j'ai toujours pas compris comment on pouvait vraiment spéculer à long terme et manipuler le cours des quotas par la spéculation à long terme. J'entends souvent cet argument-là, mais j'ai toujours pas compris comment c'était techniquement possible. Alors, petite remarque au passage, entre la taxe et les quotas carbone, il y a souvent une préférence de la part de beaucoup de militants pour le climat pour la taxe carbone versus les quotas. On préfère, en gros, la taxe carbone, ça permettrait de faire payer les méchants pollueurs que sont les entreprises. Et du côté des entreprises, on préfère les quotas parce que ça sonne mieux, parce qu'il y a une notion de marché, parce que surtout l'argent ne passe pas par l'État et comme on n'a pas très confiance en l'État pour gérer correctement l'argent, on préfère que ça se passe entre grandes personnes qui s'échangent des quotas sur un marché. Voilà. Donc ça, c'est pour, à mon avis, c'est plus une question de vocabulaire qu'autre chose, parce que si on réfléchit bien, si ce qui nous importe, c'est le climat, on devrait préférer les marchés, puisque c'est une obligation de résultat avec les marchés. C'est-à-dire que on va réduire nos émissions de CO2 d'une quantité qui est déterminée à l'avance. Et donc, c'est ça qui compte pour le climat. Et quel que soit le prix derrière, débrouillez-vous. Si ça vous a coûté 500 € la tonne de CO2, c'est votre problème. Voilà, donc si notre sujet c'était le climat, on devrait préférer les quotas de CO2. Et puis, les entreprises, elles, ce qui est important pour elles, c'est la visibilité à long terme. Et donc, la visibilité à long terme, elle est assurée par la taxe carbone et pas par les marchés de quotas. Voilà, donc, en toute logique, les entreprises devraient préférer la taxe carbone pour cette raison particulière. Bon, et je trouve que c'est un peu à l'envers, c'est un peu comme si chacun s'était trompé de cheval, mais c'est un peu un détail. Donc, je reviens sur ces deux façons de mettre un prix au carbone. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que ça permet de mettre un prix au carbone et ça va poser deux questions qu'on va voir tout de suite, des questions d'équité et des questions de compétitivité. Sur l'équité, je regarde l'heure, ouais, je suis en train de déraper un peu. On va avancer. Sur les questions d'équité, ce qui est important de reconnaître, c'est que la taxe carbone est un impôt régressif. Pourquoi? Alors certes, les émissions sont une fonction croissante des revenus, hein. Plus on est riche, plus on émet de CO2 en moyenne, mais les bas revenus ont plus d'énergie dans leur budget au prorata de leurs dépenses. Et les plus hauts revenus ont moins d'énergie dans leur budget au prorata de leurs dépenses. Voilà. Donc, taxer le CO2 va plus impacter les plus pauvres. Voilà. Donc, la taxe carbone, mais si on parle des quotas de CO2, il y a un prix du carbone, donc ça peut revenir un peu au même aussi. La taxe carbone, c'est un impôt qui est régressif par construction. Ce qu'il faut répondre à ça, c'est que les alternatives au prix du carbone peuvent être tout autant régressives. On parlera tout à l'heure des alternatives qui sont de l'ordre du réglementaire. Elles sont tout autant régressives. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que ne rien faire, c'est également régressif. Ne rien faire, c'est laisser le changement climatique augmenter et ça retombera prioritairement sur la tête des plus pauvres, en tout cas au niveau de la planète. Voilà. Et puis surtout, il y a moyen de remédier à ça. Si on redistribue
on peut contrebalancer cet effet. Une taxe carbone plus un chèque vert, c'est-à-dire qu'on redistribue exactement la même chose à tout le monde après avoir collecté la taxe, c'est un impôt qui devient redistributif. C'est-à-dire qu'en moyenne, les premiers déciles vont plus y gagner que les déciles les plus riches. On peut également cibler les subventions. C'est quand on redistribue, on peut faire du chèque vert, on peut également faire des subventions ou un mix des deux. On peut cibler les subventions vers les ménages les plus pauvres. Voilà. Et puis, je pense que les banques ont aussi un rôle à jouer parce que même si on met en place une taxe carbone et un chèque vert, on va se retrouver avec, parmi les gens qui sont dans les premiers déciles, certaines personnes qui, malgré tout, même si elles sont dans les premiers déciles, même si elles émettent moins de CO2 que les plus riches, en fait, elles sont très dépendantes du chauffage de leur maison et du fuel, enfin, ou du gasoil pour leur voiture. Et elles sont des prisonniers énergétiques, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup de mal à se sortir de la situation parce que pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture, pas les moyens de mettre en place une rénovation thermique de leur logement. Ah, quand bien même ces projets seraient rentables économiquement. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont des prisonniers énergétiques pour des raisons de non-solvabilité aux yeux des banques. Et je ne vais pas regarder ce sujet-là de plus près, faudrait faire un peu des études là-dessus, mais je pense que c'est une part significative de la population. Et il s'agirait de changer les critères d'octroi des prêts des banques, que ce soit des prêts à la consommation ou des prêts immobiliers, pour faire en sorte que les projets qui sont rentables, comme par exemple de s'acheter une voiture électrique dès lors qu'on fait plus de 15 000 km par an, ces projets-là deviennent rentables, qui sont rentables, seraient prioritairement financés par les banquiers, indépendamment du niveau d'endettement des ménages par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un changement de règle du jeu qui devra venir du régulateur et pas des banques elles-mêmes. Et c'est un truc sur lequel il faudra réfléchir assez vite. Voilà. Donc, on a traité de la question comment dire, de l'équité. Alors, je dis pas que c'est complètement résolu, hein. Dans un monde qui change, il y a toujours des perdants et des gagnants. Il peut même y avoir des perdants du côté des plus pauvres, et donc il y aura jamais quelque chose de parfait. Mais on peut adresser quand même pas mal ces points-là. Maintenant, on va regarder la question de la compétitivité internationale. Si je suis une entreprise européenne, je suis soumis au marché de quotas de CO2. Et je fais de l'export, ou plutôt, pardon, je suis concurrencé sur le territoire européen par des sociétés étrangères qui, elles, ne sont pas soumises aux quotas de CO2. Donc, elles ont un avantage compétitif puisque, il y a pas les quotas qui pèsent sur leur production. Donc, il y a le fait de mettre un prix au carbone a un vrai impact sur la compétitivité des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place la taxe carbone aux frontières au niveau européen. La taxe carbone aux frontières, ça porte un nom en français qui est le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et en anglais, on appelle ça le CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Alors, ça ne ponctionne que le delta entre le prix du carbone dans le pays d'origine et le prix du carbone dans le pays de destination. Hein, si on exporte de l'acier chinois et imaginons que l'acier chinois soit taxé par un marché de quota local à 10 euros la tonne et que on soit à 80 euros la tonne en Europe, hein, parce que ce sera indexé sur le marché de quota européen. En ces cas-là, l'importateur va payer la différence des deux, c'est-à-dire 70 euros, la différence entre 80 et 10 euros. Voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que ça s'appelle un ajustement. Voilà. Donc ça, c'est très important pour ce que je vais expliquer par la suite. Et donc, la taxe carbone aux frontières a été faite par construction dès le début pour être compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, c'est très important parce que sinon, ça aurait pu bloquer. Même si l'OMC aujourd'hui, on ne sait plus trop quelle valeur ça a, mais voilà, ça a été fait pour être compatible avec l'OMC. Bon, il y a quand même des limites à cette taxe carbone aux frontières. Ça ne protège pas tout le monde et dans toutes les circonstances. Elle ne concerne pour l'instant que 6 grandes catégories de produits: l'acier, le ciment, l'aluminium, les engrais, l'hydrogène et l'électricité. Quand on importe de l'acier, du ciment, etc., on paye la taxe carbone aux frontières. Donc ça ne protège pas contre la concurrence des industries manufacturières. Si j'importe une voiture toute faite ou un téléphone portable, bah, il n'est pas taxé par la taxe carbone aux frontières. Et puis, ça ne préserve pas pour l'export. Si on produit quelque chose en Europe et qu'on va l'exporter vers un autre pays,
quand bien même il y aurait une taxe carbone aux frontières, eh bien, ça ne protège pas ça ne protège pas le différentiel de compétitivité qu'on peut avoir quand on est un exportateur vers l'extérieur de l'Europe. Comment est-ce qu'on pourra améliorer à l'avenir pardon, avant de voir comment on peut l'améliorer, il y a derrière le MACF, derrière la notion de taxe carbone aux frontières, un espoir qu'ont les économistes de contagion de prix du carbone. Pourquoi? Imaginez qu'il y a une taxe carbone aux frontières qui est collectée, mettons, par l'Europe. S'il y a de l'acier qui voyage de la Chine vers l'Europe, la taxe, elle est collectée par la douane européenne. Alors que la Chine, elle a fabriqué son acier sur place et elle n'a pas taxé son CO2 et du coup, elle va rien gagner dans l'histoire. Elle est juste, comment dire, désavantagée par cette taxe carbone aux frontières qui pèse sur ses exports. Alors que si la Chine avait elle-même mis en place un prix du carbone sérieux, soit par une taxe carbone, soit des marchés de quotas de CO2 avec un prix qui dépasse un certain niveau, elle n'aurait payé que la différence entre les deux. C'est-à-dire que la manne de la taxe carbone serait restée en Chine. Voilà, donc un pays qui est exportateur vers l'Europe a un intérêt à mettre en place un système de prix du carbone en interne de manière à limiter ce qu'il va payer à travers sa taxe carbone aux frontières. Voilà. Et d'après ce principe, on peut espérer qu'il y ait une contagion qui se fasse de plus en plus à tous les partenaires commerciaux des zones qui sont concernées par le prix du carbone. Alors, ça, c'est l'espoir d'une contagion vers d'autres pays pour que progressivement la planète entière se mette à avoir un prix du carbone. Et puis, il y a la possibilité aussi d'améliorer la taxe carbone aux frontières. Il faudrait pour ça l'étendre à de plus en plus de produits. Pour l'instant, c'est 6 grandes familles de matières premières, mais il faudrait l'élargir de plus en plus. Ce sera toujours très compliqué de connaître le bilan carbone précis des matières premières ou des produits semi-finis, et encore plus des produits finis. Mais c'est pas grave, on va surévaluer le carbone gris des produits, donc surévaluer, donc on va renforcer, on va rehausser fortement la taxe sur ces produits-là, à défaut de connaître précisément leur teneur en CO2. Et puis, on va laisser le soin aux importateurs de prouver quelle est leur véritable empreinte carbone en payant un organisme agréé pour faire un calcul d'empreinte carbone plus précis et être sûr que pour eux, qu'ils soient sur des niveaux de taxation plus équitables. Mais la preuve, enfin, on laisse la charge de la preuve aux importateurs. Bon, voilà, j'ai fait le tour des 2 grandes familles comment dire, qui permettent de mettre un prix au carbone. Et on a vu également les 2 grands inconvénients qu'elle présente, c'est-à-dire les questions d'équité et les questions de compétitivité. Maintenant, mettre un prix au carbone, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire des politiques climatiques qui est de faire du réglementaire, c'est-à-dire obliger ou interdire de faire des choses. L'intérêt du réglementaire, c'est que quelquefois c'est plus facile à comprendre. Je vous interdis de louer un appartement en classe G, c'est le cas aujourd'hui, parce que c'est une passoire thermique, donc vous n'avez plus le droit de le louer. Voilà, le propriétaire n'a pas le droit de louer son appartement. C'est un peu brutal, mais au moins c'est facile à comprendre. Voilà. Ça peut également être plus acceptable parce qu'on est tous à égalité. Si vous voulez, prendre un parallèle avec la voiture, le réglementaire, c'est l'équivalent de perdre des points alors que le prix du carbone, ce serait l'équivalent de mettre des amendes. Celui qui peut payer les amendes, bah, il considère que c'est un peu comme un péage. Il veut rouler à 160, il roule à 160, 180, et puis il paye des amendes. De toute façon, il a les moyens de se payer. Alors que perdre des points, bah, on est tous à égalité. Quand on n'a plus de points, on ne peut plus conduire, quels que soient nos moyens financiers. Voilà. Donc le réglementaire, pour cette raison-là, il peut sembler plus acceptable. Et c'est un véritable avantage dans certains cas. Alors ça peut être également plus rapide, hein, rapide parce que violent, hein. Ça s'applique du jour au lendemain, voilà. Et puis ça peut servir de voiture balai, c'est-à-dire que des choses qui sont rentables depuis longtemps, bah, si elles n'ont toujours pas été faites, on va les imposer. Et ce sera plus difficile de râler après quelque chose qui est en fait rentable que de râler après quelque chose qui vous coûte de l'argent. Par contre, il faut bien être conscient que derrière le réglementaire, il y a toujours un prix du carbone induit.
Alors, les inconvénients du réglementaire, c'est que ça ne permet généralement pas de respecter ce qu'on appelle l'ordre de mérite. L'ordre de mérite, ça consiste à suivre la courbe d'abattement de la gauche vers la droite, c'est-à-dire faire d'abord les projets rentables, puis ceux qui coûtent le moins cher possible, puis ceux qui coûtent de plus en plus cher. Voilà. Et si on ne fait pas ça, si on ne respecte pas l'ordre du mérite, on se retrouve à avoir une transition énergétique qui est beaucoup moins coût-efficace. C'est-à-dire que le coût global de la transition à la fin aura été plus élevé si on n'a pas respecté l'ordre de mérite. Alors il y a un argument qui dit, oui, de toute façon, à la fin, il faudra tout faire. Oui, certes, à la fin, il faudra tout faire. Mais un projet de décarbonation, ça consiste à faire un investissement à l'instant T pour des économies de CO2 sur toute la durée de vie de l'investissement qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc, c'est important de faire prioritairement ce qui coûte le moins cher parce que dès que c'est fait, ça économise pour toute la suite de l'histoire. Voilà. Et donc, si on ne les fait pas dans l'ordre, ça ne fait pas on n'a pas le même résultat. Voilà, donc j'ai analysé les deux grandes familles de politique climatique qui sont le prix du carbone d'un côté et le réglementaire de l'autre. Dans les deux cas, il s'agissait de changer les règles du jeu. Maintenant, je vais élargir encore un peu le débat. Parce que changer les règles du jeu, c'est un truc qu'on peut faire, mais on peut aussi décider de ne pas faire ça et de faire tout le reste. Et si on réfléchit bien à ce qu'on est en train de faire en ce moment, avec la CSRD, avec plein de projets, mais y compris quand on fait des fresques du climat, hein, faut bien le reconnaître, on est en train de faire tout le reste, c'est-à-dire qu'on sensibilise, on informe, on fait on mesure nos émissions de CO2, parce que vous comprenez, tant qu'on ne les mesure pas, on ne peut pas les réduire, etc. On prend les engagements individuels, on prend les engagements d'entreprise avec le SBTI, etc. On fait tout sauf changer les règles du jeu. Je pense qu'il y a une limite très forte à ça, c'est que ben, tout le monde n'est pas prêt à la transition, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à, à gréver leur rentabilité financière pour faire des projets de décarbonation qui vont au bout du sujet, qui vont au fond des choses. Et donc, si ça passe pas à un moment donné par un changement de règle du jeu, les choses ne se feront pas. Donc, pour sauver le climat, il y a une idée qui consisterait à dire qu'on va tous devenir des saints et réduire nos émissions de CO2 par conscience citoyenne, ou une approche beaucoup plus pragmatique qui consiste à dire ben, tous les efforts individuels sont évidemment les bienvenus, mais vu que ça ne suffira pas, il faut également changer les règles du jeu et du coup tout le monde deviendra écolo parce que ce sera plus rentable et ce sera normal. Donc on prendra le train au lieu de prendre l'avion parce que ça coûtera moins cher, même si on n'a aucune conviction écolo. Voilà, ça c'est l'approche de changement de règles du jeu. Voilà, parce que on peut décider de sauver le climat, tout comme on peut aussi décider de ne pas le faire. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Donc, si on reprend un peu le raisonnement depuis que j'ai suivi, là, on le reprend à l'envers, on en est à savoir si on veut ou pas vraiment sauver le climat. Si ça passe par changer les règles du jeu ou faire tout le reste, et si on décide de changer les règles du jeu, on peut débattre de savoir si on préfère faire du réglementaire ou mettre un prix au carbone. Et si on met un prix au carbone, on peut débattre de l'avantage de la taxe versus les quotas de CO2. Voilà. Et vous voyez que si le débat porte encore sur sauver le climat ou pas, hein, notamment le débat avec un clivage politique qui est que l'écologie serait de gauche, et, la droite serait anti-écolo, tout simplement. Si on passe de ce sujet-là à non, débattons plutôt de est-ce qu'il faut changer les règles du jeu ou être capable de, pardon, changer les règles du jeu ou être capable de faire les choses par nous-mêmes. On peut ensuite débattre du prix du carbone versus le réglementaire et à l'intérieur du prix du carbone, débattre de la taxe carbone versus les quotas de CO2. Vous voyez que si on est à gauche ou à droite de l'écran, bah, on n'a pas le même niveau d'avancement sur la maturité dans le débat. Et ce que j'essaie de proposer avec le livre que je suis en train d'écrire, c'est d'aller le plus possible vers la droite de, vers la droite comment dire, de ce schéma qui est ici. Voilà, alors je vais vous demander 30 petites secondes pour gérer une question de logistique. Je vais arrêter le partage parce que j'avais fini. Hop, arrêter le partage, voilà. Et je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à vos questions et je vous reprends dans
Ok, désolé pour cette petite interruption. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses dans le chat. Je vais... hop, nouveau message. Voilà. Alors, au début, c'est des bonjours. Mhm. Les gens qui se sont présentés, c'est bien. Le contraire de Shine. Alors, je vais prendre les questions qui sont arrivées. Des exemples de projets RSE d'entreprises qui ne sont pas rentables. Ah, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais alors, enfin, si, je peux en donner quelques-uns. La séquestration du carbone, c'est au-delà de 150 euros la tonne de CO2. Et donc, aujourd'hui, il y a des projets qui se font, mais avec des subventions publiques, ou c'est de la R&D pour plus tard. Mais le passage à l'échelle ne fonctionne pas encore naturellement, parce que le prix du carbone sur les marchés de quotas de CO2 n'est pas encore au bon niveau pour le justifier. En tout cas, j'ai eu plusieurs fois au téléphone récemment des responsables RSE me dire qu'ils en étaient exactement là, c'est-à-dire que les premiers projets de décarbonation étaient rentables et ils les ont faits, mais les suivants ne le sont pas, et du coup, ils s'arrêtent. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Et en fait, si on se dit que pour une entreprise, il y a aussi une courbe d'abattement qui est comme celle que je vous ai montrée. Il y a d'abord des projets rentables, puis des projets pas chers, puis des projets de plus en plus chers. Si on les met dans l'ordre, eh bien, c'est normal qu'on fasse les projets les moins chers en premier, puis les suivants, et donc à un moment donné, ça s'arrête. Sur quoi basez-vous le consensus des économistes? Le consensus des économistes, il est alors la théorisation de mettre un prix au problème, c'est un économiste qui s'appelle Pigou, d'où le nom de taxe pigouvienne. La taxe carbone est une taxe pigouvienne. Et alors, donc ça, c'est un peu le premier qui a mis des mots là-dessus. Euh, Moi, je peux vous citer un certain nombre de rapports de chez France Stratégie qui confirment cet intérêt pour le prix du carbone. Je vais vous les mettre ici. Hop, comment je partage? Partager. Voilà. Hop. Je vous présente un certain nombre de rapports de chez France Stratégie. Donc en juin 2021, on a eu le rapport Tirole-Blanchard en trois parties, dont une partie sur le changement climatique, rédigée par Christian Gaulier et qui préconisait de mettre un prix au carbone. On avait un rapport qui a pas mal fait parler de lui, le rapport Pisani-Ferry-Mafouze en 2023. Un gros travail sur les incidences économiques de l'action pour le climat, qui également propose qu'on mette un prix au carbone. Il y a également le rapport Criqui qui, lui, fait des calculs de coûts d'abattement de plusieurs projets de décarbonation dans l'économie française. Et puis le rapport Kiné qui fixe la valeur tutélaire de l'action pour le climat, la valeur tutélaire du carbone ou valeur d'action pour le climat, et qui est en fait une boussole de ce que l'État doit prendre comme référence dans ses évaluations socio-économiques des projets d'investissement. Et donc la valeur qui est retenue dans la toute dernière commission Kiné, c'est 250 euros, 256 euros la tonne de CO2 aujourd'hui, pour un projet dans lequel l'État va mettre de l'argent, par exemple. Voilà, donc, pour dire s'il est rentable, on ne regardera pas que la rentabilité financière, on regardera toutes les externalités. Et pour le changement climatique, on prendra la valeur de 250 euros par tonne de CO2 économisé pour rentabiliser ça. Euh, pour continuer de parler d'économie et d'économistes, il y a un économiste qui s'appelle Hayek et qui défend l'idée que comment dire, euh, on n'aura- on ne sera pas en mesure de remplacer le prix du carbone par une instance de planification qui connaîtrait qui aurait suffisamment d'informations dans les mains pour tout planifier et faire les choses nickel. En théorie, ça serait faisable. En pratique,
il n'y aura jamais suffisamment de centralisation d'informations pour arriver à faire ça. Et donc, la décentralisation des décisions dans l'ensemble des mains des acteurs économiques qui sont vous-même, une entreprise, l'État, etc., n'importe qui, cette décentralisation des décisions qui amène à ce qu'il y ait à la fin un prix du carbone, enfin, pardon, quand on met un prix du carbone et qu'on laisse les décisions se prendre au niveau de chacun des acteurs économiques, ça permet de baisser les émissions de CO2 de manière assez naturelle, tout en respectant le fait qu'on va commencer par les projets les plus rentables avant de faire les projets qui sont les moins rentables. Donc on aura une optimisation de la notion de coût-efficacité beaucoup plus efficace avec un prix du carbone qu'avec une centralisation. Je continue sur les questions. Les quotas de carbone avec un marché à terme, c'est un principe des C2E. C'est pas la même chose, les C2E. Les C2E, c'est sur l'énergie uniquement, mais ça se rejoint un petit peu. Alors, quand même, la différence entre C2E et émissions de CO2, c'est que C2E, c'est sur l'énergie et en général sur l'électricité et que l'électricité, elle n'est pas forcément carbonée pareil. Donc, en fonction de si on est sur un chauffage au gaz ou à l'élec dans un appartement, bah, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Euh, un U inversé en réalité ECK. Alors, Jean Romain, est-ce que tu peux nous parler de ce U inversé? C'est à propos de quoi? On n'entend pas. Alors, c'est pas grave, je vais continuer. Les banques ont toujours été très fileuses pour prendre en compte les gains énergétiques par rapport au taux d'endettement de la personne qui veut acheter son logement, par exemple. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que concernant les banques, il faut changer la réglementation, hein. Elles ne font pas les choses d'elles-mêmes. Le rapport du commissariat au plan propose deux solutions pour les importations de Chine au moins, taxer sur tous les produits finis, pièces détachées, etc., pas que sur les matériaux. Ouais, tout à fait, c'est une possibilité. Taxe européenne de 30%, solution 2, d'évaluer l'euro de 30%. L'Allemagne a apparemment été intéressée par l'étude car elle montre que l'Allemagne va perdre 70% de son industrie et la France 40%. OK. Alors, quand on dit on va perdre 30% d'industrie, il faut aussi se méfier de ce que disent comment dire, les instances représentatives des entreprises qui ont tendance à exagérer le danger, hein. Elles sont dans leur rôle. Et donc, il y en a qui nous disent que avec le MACF, c'est toute l'industrie qui va. Dans 4 ans, il n'y aura plus rien, on sera tous morts, etc. Moi, j'ai tendance à prendre ça avec un peu de recul. Mais faut bien être conscient qu'il y a des impacts sur la compétitivité qui ne sont pas neutres du tout. Oui, oui, je peux tout à fait vous envoyer les slides à la fin de la conférence. Comment cette taxe pourrait-elle se faire sur l'IA, de même que Netflix? Alors, c'est une très bonne question. L'IA, l'IT de manière générale, c'est consommateur d'énergie. Ça rend des services qui sont assez prodigieux. Moi, perso, j'utilise l'IA et ça me fait gagner un temps fou. La valeur ajoutée des services IT comment dire, en service rendu par rapport au kilowattheure consommé, elle est phénoménale. Donc, ce qui va se passer avec l'IT de manière générale, avec l'IA en particulier, c'est un effet rebond. C'est-à-dire que on va avoir l'impression que ça nous fait gagner du temps, de l'argent et peut-être même du CO2 à certains endroits, mais en réalité, ça va permettre de faire tellement beaucoup plus de choses que ça va booster à fond l'économie et on va certainement produire encore plus de trucs qui servent à rien. Voilà. Donc, ça plaide justement pour lutter contre l'effet rebond. Et une façon de lutter contre l'effet rebond, c'est justement d'avoir des solutions qui sont du type prix du carbone. Et en fait, je pense qu'avec un effet rebond, ça va nécessiter d'augmenter encore un peu plus vite le prix du carbone pour contrer l'effet rebond. Mais que voilà, ce que disent les économistes également sur ce sujet-là, c'est que le prix du carbone permet de gérer l'effet rebond. C'est-à-dire que même si on a fait des gains d'efficacité, ces gains d'efficacité ont été motivés par des économies dues au prix du carbone. On a économisé de l'énergie parce qu'elle était devenue plus chère.
Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a fait des gains de productivité pour payer l'énergie moins cher parce son coût a augmenté. Mais comme à la fin, on a juste rétabli les choses, on ne va pas forcément avoir un effet rebond. Voilà. Donc, en tout cas, même si on a un effet rebond, il peut être contré par une augmentation plus rapide du prix du carbone. Alors, je vous laisserai la parole juste après pour des questions, pour éventuellement revenir sur tout ça. À quand l'apparition du livre? Bah, j'ai bientôt fini, il n'y a plus qu'à l'écrire, comme disait l'autre. J'espère début 2027. Alors, n'est-ce pas un peu réducteur de dire qu'il y a deux outils qui s'opposent alors qu'il y a dans ces outils des caractéristiques qui peuvent varier? Quota gratuit, par exemple, différenciation du prix du carbone. Et quel objectif de ce livre? Convaincre les régulateurs, amener de nouvelles réglementations, sensibiliser les citoyens. Alors là, là, j'ai fait une présentation que j'ai essayé de faire tenir en 3 quarts d'heure, donc forcément, j'ai pas tout dit. Donc en effet, c'était peut-être un peu réducteur. Je suis pas rentré dans les détails des quotas gratuits, etc. J'ai fait notamment, alors si Jean-Romain, si ta remarque portait sur la taxe versus les quotas, en effet, j'ai défini les choses de manière un peu tranchée. Alors que, en réalité, on peut faire une taxe qui ressemble à des quotas et des quotas qui ressemblent à une taxe. C'est-à-dire que on peut faire une taxe dont on fait varier le prix pour ajuster l'efficacité. C'est-à-dire que si on voit qu'elle n'est pas suffisamment élevée, ben, on augmente pour que ça aille plus vite. Et puis on peut également faire des quotas avec un prix plancher et un prix plafond, de manière à ce que ça ressemble un peu plus à une taxe. Voilà. Donc il y a un peu des latitudes pour que l'un ressemble à l'autre, etc. Il y a un intérêt des économistes et effectivement une explosion de la recherche à ce sujet. Et de là à dire qu'il y a un consensus sur la nécessité d'une tarification, je ne suis pas sûr. Ah bah, alors, il va falloir trouver des économistes qui sont contre une tarification du carbone. Et par contre, il y aura bien entendu des gens pour dire que la planification, ou pardon, que la réglementation peut être plus efficace dans certains cas. Hein, on est d'accord là-dessus. En général, le consensus des économistes est quand même de dire que le prix du carbone est plus efficace que le réglementaire parce qu'il permet de faire les choses par ordre de mérite, c'est-à-dire du plus, enfin par ordre de mérite, ce qui permet d'obtenir le meilleur coût-efficacité. Mais il y a tout à fait des gens qui défendent le réglementaire pour d'autres raisons, parce que dans certains cas, le prix du carbone n'est pas adapté. Enfin, il y a quelques raisons pour lesquelles le réglementaire peut être plus efficace. Voilà. Mais sinon, c'est plutôt un relatif consensus chez les économistes pour un prix du carbone. La pétition la plus ample que je connaisse pour un prix du carbone, c'est Economist Statement. Ouais, ça, je pense que je vois ce que c'est. Je ne pense pas que ces économistes s'opposent à d'autres méthodes complémentaires. Bien sûr, hein, il y a des méthodes complémentaires. Complémentaire, c'est le bon mot. Du réglementaire, ça peut compléter le prix du carbone. Je vais donner un exemple très concret. On met en place un prix du carbone et on a des rénovations thermiques qui ne se sont toujours pas faites. Et on va peut-être aller voir des syndics de copropriété pour leur dire maintenant que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire les travaux parce que sinon vous allez avoir des amendes très élevées. Voilà. Si on fait ça alors que le prix du carbone a fait en sorte que la rénovation thermique était déjà rentable depuis belle lurette, ben, ce sera beaucoup plus facile à mettre en place. Au passage, je vais aussi donner un exemple de réglementaire qui marche pas bien parce que je ne me suis pas étendu là-dessus tout à l'heure, mais j'ai cité l'exemple de l'interdiction de louer un appartement en classe G, qui est en vigueur en ce moment. Le problème, c'est que derrière cette mesure, il y a des situations très différentes d'un logement à l'autre, notamment si ce logement il est à l'électricité ou au gaz. Si on est sur un logement au fioul ou au gaz, très souvent la rénovation thermique va être rentable financièrement. Pourquoi? Parce que on va, enfin en termes de rentable financièrement, je veux dire, à un coût par tonne de CO2 évité qui peut être négatif ou assez faible. Pourquoi? Parce que on va véritablement économiser du CO2 en faisant la rénovation thermique si on est sur un logement enfin, chauffé au fioul ou au gaz. Et si en plus on change de chauffage, c'est encore mieux. Par contre, si on est sur un logement qui a une passoire thermique mais chauffé à l'électricité, on économisera peu de CO2 en le rénovant. Donc, on aura un coût par tonne de CO2 évité relativement élevé. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faudra jamais isoler ce logement. Ça veut dire que prioritairement, il y a d'autres logements qui auraient, enfin, il y a d'autres logements qui auraient dû être prioritaires par rapport à celui-là.
Aujourd'hui, si on a le choix entre rénover un logement où ça coûte 50 euros par tonne de CO2 évité, bah, on va le faire prioritairement. Et plus tard, on fera les logements qui sont à 2000 euros la tonne de CO2 évité. Je dis 2000 euros parce que c'est vraiment les évaluations qui ont été faites. Ce que déclenche cette réglementation sur les DPE, c'est que, il y a des projets de décarbonation, d'isolation thermique qui vont être autour de 2000 euros, à plus de 2000 euros la tonne de CO2 évité. Donc là, on n'est pas du tout, on est très loin de l'efficacité économique. Comment peut-on attirer, pousser les acteurs vers cette solution? Je ne sais pas de quelle solution on parle. Mon micro ne fonctionne pas, désolé. Ah, alors Jean-Romain nous répond. Mais c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets, initialement appliquée aux pays, aujourd'hui étudiée sur les entreprises, les travaux de Marine Kellner récemment. On regarde cela. Je regarderai ça de plus près, mais je ne connais pas la courbe de Kuznets. Dispo pour en discuter un jour, quand la high-tech euh, sera au rendez-vous. Miku, Asma, pardon, qui va décider du coup d'après? Bah, c'est une bonne question. Je vous propose d'acheter le livre quand il sera sorti et puis on débattra. Quels sont les décideurs économiques, sociétaux ou politiques de droite, conservateurs, libéraux qui pourraient porter ce projet du coup d'après avec force dans la société? Alors moi j'ai rencontré des gens qui ont créé je pense qu'on va appeler ça un think tank qui s'appelle Écologie Responsable si je dis pas de bêtises, qui se veut un think tank écolo de droite. Ils sont financés par une organisation qui s'appelle, enfin entre autres par une organisation qui s'appelle Nuance d'avenir, qui est également qui finance des projets de ce type-là. Il y a une association qui est ni de gauche ni de droite et qui est vraiment prête à parler à tout le monde, c'est Lobby citoyen pour le climat. Eux, ils parlent vraiment à tous les bords politiques. Voilà, donc soyons honnêtes, hein, c'est un peu le début sur la droite. Elle se met progressivement à l'écologie parce que voilà, ils sont loin. Et puis quand on discute avec eux, on voit qu'ils sont encore un peu débutants. Je vais être franc, hein. Mais ils auront pas certains travers qu'il y avait à gauche, qui étaient une forme de culpabilisation, de dogmatisme que moi j'ai beaucoup rencontré à gauche et qui peut donner des boutons à pas mal de monde dans l'opinion publique. Donc voilà, ce sera des approches différentes et je pense qu'il en faut un peu pour tous les électeurs. Comment peut-on être utile pour faire avancer le sujet? Solutions, taxes et quotas carbone. Alors ça, c'est une bonne question parce que euh, quand on se dit, OK, j'ai compris, il faut mettre un prix au carbone, et qu'on se dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi à titre individuel, on est un peu comme une poule devant un couteau. On ne sait pas très bien par quel bout prendre le sujet. Euh, Moi, je me suis dit que j'allais écrire un livre, essayer de réunir du monde autour de ça, que j'allais euh, peut-être un jour créer un think tank, un mouvement autour du projet, mais c'est très compliqué. Il s'agit de faire du lobbying au niveau français et européen avec des moyens conséquents. Donc, c'est pas comme la fresque du climat où on peut se former, devenir animateur rapidement et jouer sa part dans le projet. Là, c'est beaucoup plus dur. J'ai beaucoup de mal à imaginer comment on peut mobiliser des citoyens concrètement là-dessus, à part de vous dire de rejoindre le lobby citoyen pour le climat, qui est une association ouverte que tout le monde peut rejoindre. Ça peut être un bon début. Mais j'espère que plus tard, j'aurai des réponses plus concrètes à vous proposer pour vous investir personnellement. J'ai écarté trop tôt le modèle de TVA pour la taxe carbone, surtout à la frontière. Alors oui, bon point. Alors, j'ai écarté la notion de TVA, taxe carbone sous forme d'une TVA carbone, parce que on ne connaît pas avec suffisamment de précision le bilan carbone des produits que l'on vend dans l'économie. Et ça reste vrai. Ceux qui ont fait du bilan carbone savent qu'on a des marges d'erreur de l'ordre de 10, 15, voire 50, voire 30, voire 50% dans certains cas. Des marges d'erreur très importantes sur les facteurs d'émission et quelquefois même sur les quantités à multiplier par les facteurs d'émission. Donc, baser une marge d'erreur aussi importante, ça va être bancal. Et en plus, ben, chacun va essayer de payer comment dire, son entreprise de bilan carbone pour qu'elle nous mette la note la plus basse possible, quoi, le bilan carbone le plus bas possible. Donc, il y aura des infos qui risquent d'être de très mauvaise foi. Donc, je continue de dire que la taxe carbone, c'est techniquement quasi impossible à mettre en place. Par contre, j'ai évoqué le fait de le mettre aux frontières, de faire ça aux frontières. Élargir la taxe carbone aux frontières, ça va passer par élargir le spectre, le scope,
de passer de 6 matières premières à beaucoup plus demain, en passant par des produits semi-finis, etc. Et on commencera peut-être par ce qui est le plus facile à taxer, parce qu'on connaît facilement la teneur en CO2 de tel et tel produit. Mais on sera confronté à nouveau à la même difficulté, qui est que on va taxer un peu à l'aveugle, en ne connaissant pas avec une grande précision la teneur en CO2 des produits que l'on taxe. Voilà, donc la problématique reste la même. Mais s'agissant d'une taxe aux frontières, moi j'ai le sentiment, c'est un avis personnel, hein, c'est peut-être purement subjectif, j'ai le sentiment que c'est moins grave de ne pas être très précis. On va surévaluer le niveau de taxation, hein. Mettons qu'on taxe les iPhones, ben, on va surévaluer la quantité de CO2 par téléphone portable importé, et puis charge à l'importateur de faire le travail de prouver qu'il a qu'il a importé des choses, enfin que la teneur en CO2 de ses iPhones ou de ses téléphones portables est à tel niveau. Les imports, on n'importe pas tout et n'importe quoi. Les imports, ça concerne des grandes quantités, des plus grandes quantités de produits que ce qu'on retrouve dans son magasin au détail. Donc, voilà, je pense que c'est pas complètement comparable, mais ça l'est quand même un petit peu. Donc, voilà, j'ai en effet dit à un moment donné que je croyais pas à la TVA, à la TVA carbone, tout en disant par la suite qu'il faudrait probablement mettre ça aux frontières. En fait, il n'y a pas de solution idéale aux frontières et il faudra certainement passer par, voilà, par des taxations de choses dont on connaît avec pas le bilan carbone avec une grande précision. Alors, sur l'engrais synthétique, très bonne question. La fabrication à partir de fossiles. Protoxyde d'azote, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a beaucoup d'incertitudes sur les facteurs d'émission. Ça évite alors de taxer le bio comme la viande de poulet qui émet tout autant de protoxyde d'azote. Donc la question c'est est-ce qu'on peut considérer que la taxe carbone sur l'engrais synthétique et que sa fabrication à partir d'engrais fossiles, est-ce qu'on peut mettre en place une taxe carbone sur du CO2 équivalent, sur du méthane ou du protoxyde d'azote concernant l'agriculture? Oui, on peut. À nouveau, il y aura des marges d'erreur très importantes, mais je pense surtout qu'en pratique, ça prendra des formes potentiellement différentes, tout simplement parce que ça ne va pas toucher les produits de la même façon. Alors, je connais moins bien le sujet de l'agriculture que le sujet des émissions dues aux énergies fossiles. Mais oui, en effet, il faut élargir la réflexion à l'ensemble de l'agriculture, à l'ensemble des gaz à effet de serre, pour arriver à aller au bout du raisonnement et taxer du CO2 équivalent. Salut Rosalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser à l'oral? Sinon, je propose qu'on s'arrête bientôt. Bon, allô, vérifie que j'ai le son. J'ai bien le son. Next step. Next step, eh bien, next step, je vous invite à vous connecter, enfin, à, à vous inscrire sur, je vous remets le QR code, à vous inscrire sur sur ce formulaire, partager mon écran, ici, hop. Je vous invite à scanner ce QR code et vous inscrire sur le formulaire pour suivre la suite des événements sur la rédaction du livre Le coup d'après et plus largement mon projet de relancer le débat sur le prix du carbone et les changements de règles du jeu. Et puisque un certain nombre d'entre vous sont fresqueurs, j'aimerais bien également lancer un groupe de travail avec des fresqueurs sur comment est-ce qu'on peut intégrer ces réflexions dans l'animation d'une fresque du climat, dans le débrief, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, je ferai un appel à candidature par la suite pour lancer un groupe de travail sur comment intégrer des réflexions autour du prix du carbone, autour des changements de règles du jeu dans une animation de fresque. Euh, j'ai eu l'occasion de constater, de sonder pas mal de fresqueurs. Ce qui est ressorti, c'est qu'on parle beaucoup des gestes individuels, on parle éventuellement un petit peu de ce que peut faire l'entreprise, notamment quand on fait des fresques en interne dans les boîtes, mais la partie changement de règles du jeu et la partie donc politique, elle est très peu abordée au cours des animations de la fresque et je pense que c'est dommage, on passe vraiment à côté de quelque chose, donc j'aimerais bien qu'on puisse faire évoluer la façon d'animer. Voilà. Eh bien, Laurence, très bien, fais-moi un mail et puis on en reparle.
Bien, eh ben, merci à tous et à toutes pour votre attention. Ce sera enregistré, on fera passer l'enregistrement à ceux qui veulent et voilà, bonne soirée à tous. Merci.